Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique et voici les titres. 10 000 morts, 500 000 déplacés il y a un mois jour pour jour. La guerre éclatait au Soudan du Sud. On va revenir en images sur les raisons d'un conflit entre deux adversaires politiques qui s'est mué en conflit ethnique. 4 Rwandais qui seraient impliqués dans l'assassinat de l'opposant Patrick Karegeya auraient été arrêtés au Mozambique selon l'agence de presse AP. Joseph Ngarambe, membre du parti de Patrick Karegeya, est notre invité. Il accuse Kigali d'être derrière l'assassinat. Enfin, nous irons en Centrafrique à Bangui où la situation humanitaire reste très préoccupante. La malnutrition touche une partie de la population, mais difficile d'accéder à de nombreux endroits du pays. Vous entendrez une responsable du programme alimentaire mondial à Bangui. Les négociations qui ont péniblement démarré la semaine dernière à Addis Abeba n'ont pour l'instant rien donné. Cela fait un mois que la guerre est en cours au Soudan du Sud, un conflit entre deux rivaux, le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar, qui a fait près de 10 000 morts et des centaines de milliers de déplacés. Nicolas Germain. C'est une autre conséquence des combats au Soudan du Sud. Les examens de décembre ont été reportés à cette semaine. Pour des raisons de sécurité, la mère de cet élève l'a autorisé à passer l'examen seulement s'il avait lieu dans le complexe de l'ONU. J'ai déjà fait 1 an à l'école. Je ne pouvais pas en rester là. Je voulais passer cet examen. J'ai révisé. J'ai plusieurs livres. J'ai expliqué tout cela à ma mère. Elle m'a dit « Ok, vas-y, mais ne sors pas du bâtiment ». En tout, plus de 400 élèves ont passé l'examen dans les sites de l'ONU à Djouba. Au même moment, à Addis Abeba, les négociations piétinent et les combats se sont poursuivis mercredi entre l'armée et les rebelles, notamment dans la ville de Malakal. Le gouvernement de Salva Kiir promet la défaite aux rebelles de Riek Machar. Notre armée va se battre avec courage et va vaincre les rebelles dans notre pays et au-delà des frontières. Le gouvernement va battre les rebelles, et ce pour toujours. Les combats ont débuté exactement il y a un mois. 500 000 personnes ont dû fuir leur maison et près de 10 000 personnes ont été tuées. Du nouveau dans l'affaire Karegeya, cet opposant rwandais, ex-chef des services de renseignement, assassiné il y a tout juste 15 jours en Afrique du Sud. 4 Rwandais, dont un haut gradé, auraient été interpellés au Mozambique dans le cadre de cette affaire à la demande de l'Afrique du Sud. C'est ce qu'a indiqué un responsable de la police mozambicaine cité par l'agence AP. Leur arrestation remonterait à 1 semaine, précise ce responsable, qui ajoute que les 4 hommes vont être extradés en Afrique du Sud. Dès la découverte de son corps, le parti de Patrick Karegeya, le RNC, avait immédiatement accusé Kigali d'être derrière l'assassinat. Écoutez Joseph Ngarambe, membre fondateur du RNC, il était notre invité tout à l'heure. C'est la mise en exécution des menaces qui existent depuis longtemps et puis on vit toujours avec des escadrons de la mort à nos trousses, ça on le sait très bien, et depuis longtemps, depuis le départ, depuis quand on a créé le RNC, Rwanda National Congress, et déjà un de nos membres qui vit à Londres, Jonathan Musonera, avait été pourchassé par les escadrons de Kagame et c'est le MI5, Scotland Yard, qui l'a prévenu. Mais est-ce que vous aviez des éléments de preuve, des indications précises qui vous laissaient croire que Patrick Karegeya a effectivement été assassiné par, en tout cas, la demande de Kigali? Écoutez, ça c'est depuis longtemps. Au moment où on devait assassiner Kayumba, et il faisait aussi partie des cibles. Le général Kayumba, il y a eu une tentative d'assassinat, également membre du RNC en 2010 en Afrique du Sud. Voilà, lors de la deuxième tentative d'assassinat, Patrick Karegeya a pu capter les ordres que donnait l'entourage de Kagame justement pour assassiner tout le monde à son chevet, y compris Patrick Karegeya et son épouse qui se trouvait là-bas. Alors, nous avons des voix. Plusieurs membres de l'opposition, de votre parti, mais aussi d'autres partis en exil, disent être menacés. Mais concrètement, quelle forme prennent ces menaces? Est-ce qu'il y a des menaces concrètes, des appels téléphoniques? Quelle forme prennent ces menaces de Kigali? Il y a des émissaires, il y a des paroles qui vous disent assez clairement qu'il faut faire attention ou bien baisser la garde et baisser les bras et cesser de critiquer le régime sous peine d'être sanctionné, d'être supprimé. Et voilà, on vit avec ça depuis longtemps, en fait. Vous vivez en France. En France également, vous vous sentez menacé? Écoutez, en France, c'est un peu calme, mais j'ai déjà eu des alertes, beaucoup d'alertes.
Nous vivons toujours avec des alertes. Ça dépend des moments. Il y a des moments où c'est relativement calme, et des moments où on a des alertes assez fortes. Est-ce que vous avez l'impression que la communauté internationale vous entend, ou entend l'opposition en général en exil, l'opposition rwandaise en exil? Elle va très lentement. Elle va trop lentement au vu des enjeux. Et en fait, il faut qu'elle réagisse vigoureusement et elle a les moyens de réagir. Quels moyens? La pression, notamment, ce pays dépend énormément de l'aide étrangère. Nous prenons cela comme une aide au meurtre des opposants. Et je précise que nous avons tenté sans succès de joindre les autorités rwandaises pour une réaction. Les habitants et les ressortissants du Rwanda, du Kenya et d'Ouganda peuvent circuler librement entre ces trois pays. Plus besoin de passeport depuis le 1er janvier dernier. Une simple carte d'identité suffit. Et pour les touristes, un visa unique est disponible pour voyager dans ces trois États. C'est une petite révolution en Afrique de l'Est. Pouvoir circuler sans passeport d'un pays à l'autre, c'est désormais possible. Depuis le 1er janvier, les ressortissants du Rwanda, du Kenya et de l'Ouganda peuvent franchir les frontières sur présentation d'une simple carte d'identité. C'est un gain de temps, une économie aussi. Plus besoin d'acquérir un passeport à 80 € qu'il faut régulièrement renouveler. La carte d'identité est gratuite. À la frontière, les voyageurs apprécient. C'est une très bonne idée. On ne perd plus de temps. Avant, pour avoir un passeport, il fallait aller au ministère de l'immigration. C'était long et ça coûtait cher. Les touristes n'ont pas été oubliés. Désormais, un seul visa suffit pour accéder à l'ensemble de ces trois pays et y circuler librement. Coût du visa, 100 $. Il est valable 90 jours. Avec cette libre circulation, le Rwanda, le Kenya et l'Ouganda espèrent attirer plus de touristes. Ce sera bien de ne plus avoir à demander un visa à chaque fois que je vais au Rwanda et que je retourne en Ouganda. Ce sera mieux pour le tourisme de ne plus avoir une bureaucratie comme ça. C'est plus facile d'aller d'un pays à l'autre. Premier à permettre cette libre circulation dans la communauté d'Afrique de l'Est, ces trois pays seront bientôt rejoints par la Tanzanie et le Burundi. Au Kenya, le procès de 4 suspects dans l'attaque du Westgate s'est ouvert avec les témoignages des gardes du centre commercial. Les audiences se poursuivront demain. Les 4 hommes qui plaident non coupables sont accusés d'avoir participé, non pas d'avoir participé, d'être les complices du commando islamiste qui a lancé l'assaut le 21 septembre dernier. Une attaque qui avait fait 67 morts et une vingtaine de disparus. La Centrafrique, l'heure est aux tractations politiques avant l'élection du nouveau président de la transition prévue dans les prochains jours. Apaisement politique, mais la situation sécuritaire et humanitaire reste préoccupante. L'accès à de nombreux endroits du pays est difficile. Écoutez les précisions depuis Bangui de Denise Brown du Programme alimentaire mondial en Centrafrique. Les conditions dans le pays restent très compliquées. On a des difficultés à livrer l'aide humanitaire à Bossangoa, au nord du capital, à cause des routes qui ne sont pas sécurisées. Et aujourd'hui, j'étais à Bao, où il y a plus de 40 000 personnes déplacées qui sont traumatisées par la violence qu'ils ont vécue et qui ne veulent pas rentrer chez eux. Et en discutant avec les femmes dans le camp de l'aéroport à Bangui, elles ont peur dans le camp, elles ont peur de rentrer chez elles. La situation reste extrêmement tendue. Le Premier ministre a démissionné en Guinée 2 jours après l'installation du nouveau Parlement issu des législatives de septembre dernier. Mohamed Saïd Fofana était en poste depuis 3 ans. Conakry attend à présent la nomination de son successeur, une nomination qui consacrera la fin d'une longue période de transition. Sidi Yansane est notre correspondant à Conakry. Une fin de transition accouchée dans la douleur durant ces 3 dernières années, d'abord à cause des reports incessants des élections législatives et puis ensuite à cause des dizaines de morts causées lors des manifestations contre le pouvoir en place. Reste maintenant à nommer un nouveau Premier ministre. Selon les termes du président lui-même, il devra diriger un gouvernement de mission. La mission, elle est toute trouvée, c'est se préparer pour les élections présidentielles de 2015. Tout
Tout le monde s'attend à la nomination d'un Premier ministre issu de la communauté Soussou. Le président Alpha Condé a montré récemment des signes de rapprochement avec cette communauté qu'il avait boudé durant les élections législatives de septembre dernier. Vous le savez, le problème en Guinée, c'est l'une des plaies de la Guinée, c'est justement l'ethnocentrisme qui s'est accentué durant ces 3 dernières années. Et pour remporter les élections présidentielles de l'an prochain, Alpha Condé a besoin à la fois de la communauté Soussou et de la communauté forestière. Le président de l'Assemblée nationale actuellement, c'est un forestier, et il y a des chances, il y a même de grandes chances que le futur Premier ministre soit issu de la communauté Soussou. Elles étaient des milliers de femmes africaines à manifester, certaines avec leurs enfants, dans les rues de Tel Aviv en Israël. Manifestation qui s'inscrit dans le mouvement des migrants africains en Israël qui réclament depuis plusieurs semaines maintenant qu'on étudie leur demande d'asile et qu'on libère d'autres migrants ou clandestins sans papier qui sont emprisonnés. Et avant de refermer ce journal, allons faire un détour par le Gabon. La Tropicale Amissa Bongo, c'est l'une des courses cyclistes les plus relevées du continent. 3e étape aujourd'hui, l'étape reine de la course entre Njolé et Lambaréné. Et c'est le Belge Roy Jans qui l'a emporté au terme d'un sprint massif. C'est toujours l'Espagnol Luis León Sánchez qui conserve quant à lui la tête du général. Et c'est la fin de ce journal. Restez avec nous tout de suite. Aude Le Christ revient pour la suite de Paris Direct.